Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Renard. On est aujourd'hui en compagnie de Alexis pour un nouvel épisode. Alors le podcast de Renard, c'est un podcast, un sujet. Et aujourd'hui Alexis, on est là pour parler des nuisibles. Des nuisibles, exactement. Alors bienvenue. Merci. Je suis super content de faire ce podcast avec toi. Plaisir partagé. Je vais te laisser te présenter. Ouais, tout à fait. Donc Alexis, 39 ans, je suis originaire du nord de la France. Depuis une quinzaine d'années sur la Côte d'Azur. Je suis un chanceux, je sais. Donc près de Cannes. Et avec Delphine, on projette très prochainement de changer de région. Donc on n'en dit pas plus pour l'instant, mais voilà, des projets sont en cours également. Ok. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes chez les Renards avec Delphine ? Ça doit faire 7-8 ans, avec une coupure de 3 ans pour raisons personnelles. On préférait s'occuper un peu de projets personnels, donc on a fait une petite coupure et puis on est revenu là depuis 1 an. Avec grand plaisir de rejoindre et de revenir dans cette super équipe. Super. Alors moi, ce que j'aimerais savoir un petit peu, c'est avec Delphine, qu'est-ce que vous aimez pratiquer tout au long de l'année ? Quelle pêche vous anime ? C'est essentiellement la pêche des grands lacs. C'est ce qu'on préfère et ce qu'on a toujours préféré. Les grandes étendues, les plans d'eau vraiment sauvages et les cadres vraiment le plus naturel possible. Après, on aime tout type de pêche. On aime vraiment la diversité dans la pêche de la carpe. On aime aussi aller en rivière, on aime les gravières, les plans d'eau plus petits, pour différentes raisons, on y retrouve plein de choses différentes, des approches différentes, des comportements de poissons différents, et ça permet vraiment de compléter tout le panel qu'on peut retrouver dans la pêche de la carpe, et c'est vraiment quelque chose de complémentaire, donc on aime principalement les grands lacs, mais la pêche de la carpe en général. Vous êtes vraiment multisecteur, quoi. On essaye au maximum, ouais. Et au niveau de la géolocalisation, tu as des préférences ou ça ne te dérange pas de partir pêcher loin ? La distance, c'est pas le problème en général. Après, on habite le sud de la France, c'est pas par hasard. On y est venu pour Saint-Cassien, clairement. C'est un lac qui est un très beau lac. Voilà, pour lequel je suis clairement tombé amoureux il y a une vingtaine d'années, quand je me suis rendu la première fois. Et on a tout fait pour habiter à proximité, donc naturellement on le pêche beaucoup. Après, le sud de la France, le sud-ouest regorge de très beaux lacs et de magnifiques sites de pêche. Donc on pratique essentiellement le sud de la France. D'accord. Et aujourd'hui, on est là pour parler ensemble des nuisibles. Ouais. Ce sera dans la prochaine rubrique. J'imagine que c'est un problème que tu rencontres souvent dans ces eaux-là que tu pratiques ? Oui, très souvent, surtout à la belle saison. En hiver, un peu moins naturellement. À la belle saison, c'est très fréquent de rencontrer tout type de nuisibles, que ce soit tortues, silures, les poissons blancs, les écrevisses. C'est vraiment quelque chose qu'on rencontre très très souvent et pour lequel on a dû trouver certaines parades pour pouvoir rester efficace dans la pêche. Ça marche. Alors sans plus tarder, on va attaquer notre rubrique numéro 2. Alors on est parti pour notre deuxième rubrique, entrer dans les coulisses. Donc aujourd'hui on a dit qu'on allait parler des nuisibles ensemble. C'est un problème, tu as dit, que tu rencontrais très fréquemment, Très souvent, très souvent. tout au long de l'année. Et beaucoup plus quand même à la belle saison. Déjà, est-ce que tu peux nous détailler les différents types de milieux que tu pratiques ? Les différents types de milieux, comme j'ai dit, c'est vraiment les grands lacs principalement. Surtout dans le sud de la France où les températures sont quand même très chaudes, on a un gros développement en termes de nuisibles, avec parfois des espèces un peu particulières qu'on ne retrouve pas partout, comme les tortues par exemple, qui colonisent vraiment certains plans d'eau. Saint-Cassien, on a une bonne population avec des sujets quand même de taille assez importante. Parfois ça peut compliquer la pêche, donc forcément il a fallu s'adapter pour pouvoir continuer à pêcher le plus efficacement possible. Ok, donc tortue. On a d'autres nuisibles ? Après on a les poissons-chats naturellement, qui colonisent aussi un certain nombre de plans d'eau sur un peu tout le territoire. Les silures évidemment. Les silures, pas besoin d'en faire un dessin, on en trouve maintenant de partout. Un peu de partout, ouais. Qu'est-ce qu'on peut retrouver encore ? Les poissons blancs, voilà, qui sont... alors on peut pas dire que ce soit réellement des nuisibles. Comme toutes les espèces, elles ont leur intérêt biologique et écologique. Maintenant, c'est nuisible dans le sens où ça perturbe, on va dire, l'efficacité de l'action de pêche. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, le terme nuisible, il n'est pas forcément adapté au premier sens du terme. Il est là pour dire, il y a des poissons qui sont peut-être nuisibles dans leur milieu, mais nous, on va parler aujourd'hui des poissons qui sont nuisibles vraiment pour la pêche de la carpe. Exactement. Il y a un nuisible sûrement qu'on n'a pas encore parlé, c'est l'écrevisse. L'écrevisse, naturellement, aussi. Des populations qui sont en plein développement sur certains plans d'eau, avec des sujets qui sont de plus en plus gros. L'écrevisse américaine qui se développe dans pas mal de lacs et qui rend aussi la pêche compliquée. Pour le coup, même l'hiver, on reste quand même assez embêté avec l'écrevisse.
Alors pour que ce soit un peu plus clair pour vous, aujourd'hui on va essayer de détailler les différents types de nuisibles et détailler les approches et les techniques que toi tu as su mettre en place pour arriver à parer à certaines situations. Voilà. On peut en choisir un premier? Oui, tout à fait. Juste avant, je vais quand même préciser qu'il n'y a pas de recette ou de parade miracle. Oui, bien sûr. Il n'y a rien d'infaillible. À chaque fois, ce que je vais proposer, c'est des choses qui ont été essayées au bord de l'eau pour contourner le problème, ou pour gagner du temps de pêche en termes d'efficacité, ou pour retarder les problématiques de nuisibles, ou par exemple pour le silure, j'y reviendrai tout à l'heure, pour en piquer moins, en sachant qu'il n'y a pas de parade. Voilà, c'est pas inévitable, quoi. C'est rarement... Non, c'est pas inévitable. Voilà. Ok, ça marche. Alors on peut peut-être commencer par le silure. Allez, on commence par le silure. Donc silure, on en retrouve partout, de toute taille. On est principalement maintenant embêté quand même par des sujets qui sont assez petits, donc assez voraces, très mobiles, qui vont complètement ravager les amorçages. La parade qu'on utilise assez souvent dès qu'on commence à être embêté par les silures, alors en faire un, en faire deux, c'est pas non plus extraordinaire, et c'est pas non plus ce qui va complètement casser la pêche. Par contre, quand ça commence à rentrer en masse et que sur une nuit on commence à en faire 3, 4, 5, ou que des gros sujets commencent à arriver sur les spots, là ça peut commencer à perturber la pêche et à vraiment devenir compliqué. Par rapport au silure, est-ce que parfois tu vas choisir tes zones de pêche, ou alors plutôt tes profondeurs de pêche, pour dire je vais aller pêcher un secteur ou un autre, potentiellement il y en aura moins, ou alors je vais choisir différentes profondeurs dans lesquelles ils évolueront pas en fonction de la... Aujourd'hui, j'ai pas trouvé spécialement de parade à ce niveau-là. On en a fait clairement dans toutes les couches d'eau, dans toutes les profondeurs, que ce soit dans 80 cm d'eau ou dans 8, 10, 15 mètres naturellement. On en fait un petit peu moins peut-être, je dirais, sur vraiment les très faibles profondeurs, mais on en fait quand même. Donc quand il y en a, tu vas pêcher, tu t'y accommodes. Ouais. Et tu essaies de développer des stratégies. Alors ce sera peut-être plutôt sur l'amorçage? Alors pas spécialement sur l'amorçage. Quoi qu'il arrive, j'entame ma pêche de façon classique, comme s'il n'y en avait pas. Parce que parfois, même si leur présence est en grand nombre, pour quelle raison je ne sais pas, on est complètement tranquille, on n'est pas du tout embêté, même pendant plusieurs jours, même sur des amorçages assez importants ou des appâts carnés, etc. Et parfois, sur des pêches sans trop d'explications, on va en faire 2, 3, 4 en très peu de temps, et sans avoir changé grand-chose par rapport à d'autres parties de pêche. Donc quand c'est comme ça, clairement ce que je fais, c'est que je raccourcis considérablement les balignes. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Le silure, dans sa façon de s'alimenter, dans sa morphologie, souvent les silures on les pique derrière la râpe. Donc ce qu'il faut, c'est pour pouvoir les piquer, c'est d'avoir un bas de ligne assez long. Donc clairement, si on veut les éviter, ce que je fais, c'est que je raccourcis le bas de ligne, généralement une dizaine de centimètres maximum, ce qui empêche de la plupart du temps à l'appât de rentrer assez profondément dans la gueule bouche, pour pouvoir le piquer et pouvoir le sortir, quoi. Donc clairement, c'est éviter, c'est pas l'empêcher d'arriver sur le spot. Là-dessus, il n'y a pas de miracle, hein. C'est un poisson qui se nourrit de tout et qui arrivera. Qui est très opportuniste en même temps. Exactement. Mais par contre, c'est tout faire pour éviter de le piquer. Ok. J'ai une question par rapport au silure, parce que c'est des poissons qui peuvent atteindre certaines tailles. Est-ce que quand ils sont là, tu vas potentiellement utiliser un matériel différent, ou quand tu vas préparer ton matos, tu vas préparer des cannes différentes? Non. Pas du tout. Le matériel reste le même, ça ne change pas. Exactement pareil. Ouais. Donc finalement, tu vas plutôt développer des stratégies, mais ta pêche reste la même. La pêche va rester complètement la même. Après, c'est adapter l'amorçage, la fréquence d'amorçage, en fonction de l'activité qu'on va pouvoir voir en surface. On pourra voir aussi parfois, même souvent, les fausses touches. Si on les pique pas, il n'y a rien n'empêche qu'ils vont quand même manipuler l'appât, ils vont quand même déplacer possiblement le montage. Donc on aura quand même certains indicateurs de la présence. L'important, c'est que le montage reste pêchant. Et qu'on ne soit pas en permanence obligé d'être au combat, de repositionner une canne, de ressortir en bateau, de perturber le spot. Parce que finalement tu fais du bruit et les carpes n'aiment pas ça. Voilà. Est-ce que ça t'arrive de déplacer des montages ou de déplacer des cannes hors zone d'amorçage? Potentiellement, si les silures commencent à se concentrer sur ton amorçage, est-ce que ça t'arrive de décaler les cannes, ou alors tu restes dans cette stratégie de dire je réduis les montages? Je reste dans cette stratégie pour la simple et bonne raison, c'est que oui, on peut mettre un montage à l'extérieur de l'amorçage. Maintenant, c'est pas spécialement quelque chose qui m'a fait prendre moins de silures. Après, un autre facteur qui les fait venir aussi rapidement, c'est le bruit quand on amorce.
Il n'y a pas que sur les silures, j'y reviendrai aussi plus tard. Le bruit des appâts qu'on va jeter dans l'eau, le bruit des bouillettes qui tombent. On a ce phénomène avec le clonk, tout simplement, sur les pêcheurs de silures qui attirent les silures. On a la même chose avec des bouillettes qui tombent dans l'eau et qui font un bruit. Voilà, pour ce poisson-là, c'est clairement, comme pour plein d'espèces, une sorte de pêche de rappel en fait. Mais quand on va redéposer le montage, on va créer ce bruit qui va les attirer de loin. Donc c'est à travers éviter leur capture et donc de redéposer le montage, c'est aussi éviter à chaque fois de les rappeler. Exactement, de les rappeler, et de faire en sorte que on en fait un, on en fait deux, on pense être tranquille, et au final non, c'est l'effet inverse et on en attire de plus en plus. D'accord. Une dernière question par rapport aux silures, est-ce que tu penses que les silures évoluent avec les carpes dans ces eaux-là, ou alors c'est vraiment des troupeaux qui sont différents? Je pense qu'il y a aussi une question de période. Quand les silures sont en période de reproduction, clairement, je ne pense pas que les carpes vont trop s'approcher comme pas mal d'espèces. Maintenant, on a fait des carpes au milieu des silures, clairement. Voilà, il n'y a pas eu de... après, des petits poissons, je pense que ça peut plus les perturber que des poissons de taille un peu plus importante, voilà, qui vont être moins perturbés. Surtout quand il y a une grosse densité de silures, les carpes évoluent naturellement avec et il n'y a pas de... Ça ne les gêne pas spécialement plus que ça, hormis certaines périodes où les silures sont peut-être plus agressives. D'accord. Et donc ça t'est jamais arrivé de te dire je vais essayer d'attirer les silures pour prendre des carpes? Non. Cette stratégie-là, elle marche pas. Elle est à bannir en tout cas. Je dis pas que ça marche pas, j'ai jamais eu envie d'essayer. Ok, je comprends. Alors on va passer sur un deuxième nuisible parce qu'on en a quand même plusieurs à faire. L'écrevisse qui est pour moi un nuisible super important. Qu'est-ce que toi tu en penses? Parce que je pense que c'est un des nuisibles qu'on peut retrouver vraiment de partout. On le retrouve de partout. Maintenant, un nuisible, on va revenir sur le terme nuisible entre guillemets, c'est un type d'alimentation qui est vraiment hyper important pour toutes les espèces, mais pour celles qu'on recherche particulièrement pour les carpes. Si on a des grosses carpes, c'est aussi parce qu'on a une quantité de nourriture importante et dont l'écrevisse en fait partie. Bien sûr, la nourriture naturelle. Voilà, donc quelque part, c'est une espèce qui va nous gêner, mais qui est extrêmement importante pour la qualité des poissons qu'on va retrouver. Donc maintenant, pour les écrevisses, la solution elle est assez simple, le bâchage, clairement. Ça peut être du filet ou ça peut être du plastique. Je dirais ça dépend un peu la taille des écrevisses. Si j'utilise du filet, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tremper les appâts 24 à 48 heures. D'accord. Pour que ça gonfle. Voilà, pour que ça gonfle, pour que le filet s'imprègne un peu plus dans l'appât. Et ça va éviter aux écrevisses de déchirer ce filet. Donc je vais plus adapter de cette façon-là. Après le bâchage, une épaisseur, deux épaisseurs. Parfois deux, c'est indispensable. Parce qu'on a parfois à faire des écrevisses quand même très voraces. Très voraces avec des pinces, c'est quand même assez costaud. Mais c'est carrément le bâchage. Et baline rigide. Alors là, on est vraiment sur, au niveau des écrevisses, on a parlé du phénomène du fait que les écrevisses attaquent les appâts. Mais est-ce que tu penses qu'elles peuvent être intéressantes sur des zones où, comme on a dit, les carpes se nourrissent aussi d'écrevisses, vu que ça fait partie de la nourriture naturelle. Est-ce que tu penses que les carpes viennent se nourrir des écrevisses? Donc s'il y a des écrevisses, potentiellement, c'est plus intéressant. C'est que le spot est intéressant, donc on peut être amené à les rechercher, ou à rechercher des zones où on peut trouver des écrevisses, des éboulis rocheux, des zones... Donc là, c'est vraiment pas un nuisible, on considère ça comme un atout. On peut en faire un atout. Après, encore une fois, c'est de faire en sorte que le montage soit opérant, soit pêchant. C'est plus difficile, effectivement. Voilà, c'est là la partie un peu plus sensible, entre guillemets, même si c'est pas non plus extrêmement compliqué. Et petite chose intéressante aussi au niveau de l'amorçage, parce que forcément, elle va s'attaquer fortement aux amorçages, les appâts carrés. Les appâts carrés en forme de coussin, tout simplement. C'est quelque chose qui marche très bien, pour la simple et bonne raison que ça complique la tâche des écrevisses pour déplacer les appâts et les faire rouler, les emmener dans leur tanière. Donc les appâts carrés, un diamètre 22-24 mm, quand elles sont vraiment fort actives, encore une fois, elles vont les tailler, elles vont les déplacer, mais ça leur prendra plus de temps, ça sera plus compliqué, et du coup, on peut gagner du temps et de l'efficacité avec cette petite astuce. Et j'imagine des appâts durs aussi. Le plus dur possible. Donc tu les fais sécher au bord de l'eau, tu les fais pré-sécher à la maison, comment ça se passe? J'en fais sécher en permanence, j'ai toujours une petite quantité qui sèche vraiment en permanence. Ça m'empêchera pas de les bâcher, clairement. C'est juste que ça apporte un petit rempart supplémentaire. Et après aussi, auprès des différentes marques, on peut trouver des appâts qui sont durcis ou composés de telle façon à avoir un appât plus dur que les appâts moyenne. Voilà. Ça marche. Alors on va passer au nuisible suivant, le poisson-chat.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un nuisible qu'on retrouve de moins en moins? Ça dépend les endroits. Ce que j'ai pu constater, c'est que certains plans d'eau en regorgent et la population n'a pas, voilà, il n'y a pas d'évolution positive en termes de population. Par contre, on a des endroits où, il y a quelques années, on était confronté à des grosses populations de poissons-chats qu'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui. En échangeant avec pas mal de pêcheurs, en se posant un peu les questions, savoir pourquoi, qu'est-ce qui a pu faire qu'on ait ce changement. 2-3 pistes. Le silure, hein, évidemment, qui a, je pense, sa part de contribution. Ouais. Le black bass, ça a clairement été aussi mis en avant. Le développement des populations de black bass sur certains lacs, certains plans d'eau, a clairement été mis en parallèle avec la diminution des populations de poissons-chats. Donc, ça peut être une des explications. Après, on n'est pas dans le milieu pour vraiment voir ce qui s'est passé, mais c'est des parallèles qui ont été faits et qui ont permis de constater, en tout cas, naturellement, la baisse de certaines populations de poissons-chats. Aujourd'hui, quand tu prépares une pêche, est-ce que tu te rencardes sur les poissons-chats? S'il y en a, tu n'y vas pas? Non. Tu y vas quand même? Oui, bien sûr. Parce qu'on a des parades. C'est pas un frein pour toi donc, Non, on a des parades. Le bâchage, toujours pareil. C'est quelque chose qui marche très très bien. Même chose, hein, en fonction de la densité, de la taille des poissons-chats, une couche, 2 couches, on adapte. Baline rigide, forcément. Les montages vont être bousculés en permanence, donc il faut quelque chose qui pêche. Après, je reviens aussi sur le système, la notion un peu de rappel qu'on peut avoir sur le silure. Ça, on l'a clairement constaté sur le poisson-chat. C'est quelque chose qui est absolument radical. C'est-à-dire qu'en plongeant, à plusieurs reprises, je me suis aperçu sur des eaux claires, on déposait le montage, je revenais, en étant en surface, on voyait le fond, et on a testé plusieurs façons d'amorcer. Alors on a testé l'amorçage du bateau classique, où Delphine était sur le bateau, je dépose le montage, et elle jetait les appâts. Quelques secondes plus tard, c'est des nuées de poissons-chats qui venaient. En redéposant des montages, j'allais moi-même amorcer au fond, ça me prenait beaucoup plus de temps. Et il y avait peut-être 1 ou 2 sujets qui étaient à proximité, qui venaient un peu tourner. Mais par contre, c'était... vraiment une question de bruit, quoi. Voilà, complètement une question de bruit. Et encore une fois, ce bruit de rappel qui fait que c'est juste un conditionnement. À force d'amorcer de la surface, le bruit des appâts qui tombent dans l'eau attire les poissons, et le bruit égale alimentation. Ils comprennent vite. Ils arrivent tout de suite dessus. Ouais. Donc c'est plus cette petite... technique, on va dire, cette petite parade qui fait gagner du temps. D'accord. Tout à l'heure, quand on a préparé le podcast, tu m'as parlé des poissons blancs aussi. Ouais. Poissons blancs, tu rentres quel type de poisson dans cette catégorie? Alors poisson blanc, ça peut, je regroupe beaucoup d'espèces. Ça va du gardon au chevenne, en passant par tout ce qu'il peut y avoir. Donc ça dépend vraiment des biotopes pour le coup. Exactement. Encore une fois, je mets vraiment les guillemets sur nuisibles, hein, parce que c'est des populations qui ont complètement leur place dans le milieu, qui ont un intérêt écologique évident, et ils ont leur place, il faut absolument la maintenir, ça c'est catégorique. Maintenant, ça peut rendre la pêche compliquée, aussi bien sur les amorçages que les présentations ou même les piquets. On a essayé pas mal de choses, notamment rallonger les cheveux, etc. Ça n'a pas payé. Ce qui a payé le plus, c'est de décoller la présentation. Tout simplement. D'accord. Pop-up. Et on pique beaucoup moins de blanc. Donc le principe, il est simple, décoller les présentations, mettre un appât visuel. Pourtant, on pourrait se dire que ce serait l'inverse, un appât qui se voit beaucoup plus, serait potentiellement plus tenté d'être capturé plus souvent. Pour moi, ils y touchent autant. Mais le fait que l'hameçon soit dans une position différente, je ne suis pas convaincu. Alors oui, les poissons blancs se nourrissent aussi de nos appâts, ça c'est évident. Maintenant, souvent on pique, ça arrive régulièrement, de piquer des tout petits gardons ou même des petites brèmes avec des billes qui sont d'une taille qui ne rentrent même pas dans leur gueule, quoi. C'est juste essayer de se dire comment c'est possible. Et en fait, de mon point de vue, c'est des poissons qui se piquent juste en manipulant l'appât ou en se nourrissant juste à côté de l'appât. Avec, on peut y mettre des farines, des graines, etc. Ils vont s'alimenter vraiment proche du montage et ils vont se piquer, on va dire, un peu par malchance. En tout cas, ça nous embête. Donc, la façon d'éviter ça, dès qu'on commence à faire 1 blanc, 2 blancs, 3 blancs, on arrête tout, pop-up, on décolle. Même de 1 cm, c'est largement suffisant. Ça ne perturbe pas spécialement le comportement des carpes. 1 cm, c'est pas non plus, on n'a pas spécialement remarqué de baisse de cadence. Mais par contre, j'insiste, l'hameçon décollé et pas en bonhomme de neige avec l'hameçon à plat.
Voilà, il faut vraiment que l'hameçon soit décollé du fond. En fait. Et au niveau de la pop-up, tu as remarqué une tendance plus flashy ou alors une couleur Pas spécialement, non. Il n'y a pas vraiment de différence. Non. C'est plus la présentation et le fait que ce soit au-dessus du fond. Et même avec des petits diamètres. Hein, on a pu être embêté avec des diamètres de 24 sur le fond. Une pop-up de 14, on est tranquille. Hein. Merci. Alors, pour les tortues, c'est le dernier nuisible qu'on va aborder aujourd'hui. Moi, c'est vrai que c'est un nuisible que je ne vois pas souvent par chez moi. Vous en avez beaucoup dans le sud de la France? Il y a des populations quand même assez importantes. Après, ça va être très localisé. Ou bien sur les plans d'eau, ou bien même au sein d'un plan d'eau. On va le retrouver dans certaines baies, dans certaines zones du lac. C'est pas forcément sur l'ensemble du lac. Mais par contre, quand elles sont présentes et qu'elles commencent à descendre sur les spots, en fait, on peut rien faire. Donc elles descendent se nourrir sur les appâts. Jusqu'à quelle profondeur? 7-8 mètres, on est embêté. Sans aucun problème. Donc il n'y a pas vraiment de grosses parades? Alors, il n'y a pas de. Une fois qu'elles descendent, qu'elles sont sur les montages, clairement, j'ai pas trouvé de parade. On peut monter en diamètre, bâcher tout ce qu'on veut. Ça a une force qui est incroyable. Ça coupe tout. Hein, donc, il n'y a pas de parade technique, je dirais. D'accord. Donc, ça arrive de les piquer par la bouche? Ça arrive de les piquer par la bouche, complètement. Ouais, complètement. C'est assez surprenant d'ailleurs. Oui, j'imagine. Mais la seule chose qui nous a permis d'éviter les tortues, c'est de ne pas marquer les spots de pêche. C'est-à-dire pareil, on a toujours un conditionnement. Les lacs qui sont très pêchés, où il y a des tortues, le fait d'avoir un repère sur un spot, elles ont parfois clairement identifié ça. Comme une zone d'alimentation. Exactement, un point visuel, alimentation dessous. Et surtout sur des eaux claires, où en plongeant, elles remarquent facilement des taches d'amorçage, des choses comme ça. Elles plongent un petit peu, elles voient des choses, elles descendent, terminé. Ouais. Par rapport à ça, tu as peut-être un conseil à donner si un jour ça arrive à quelqu'un d'attraper ce genre de tortue à la canne, un conseil de manipulation Surtout pas y mettre le doigt. Surtout pas y mettre le doigt. Après, c'est de préserver le sujet, forcément de préserver le sujet. Hein, alors une pince dans le bateau peut-être? Pour le coup, la tortue de Floride, c'est un nuisible au sens propre. Donc c'est un peu, un peu délicat. Hein. C'est une espèce qu'on n'a pas le droit de relâcher dans le milieu naturel. Donc on n'est pas censé relâcher. Bon, maintenant, je dirais chacun en son âme et conscience. Voilà. Moi personnellement, je me vois pas tuer une tortue ou quoi que ce soit. Donc bon, je préfère éviter de les prendre et éviter d'avoir un choix à faire que voilà. Maintenant, ce qu'on fait clairement, c'est qu'on évite les repères, les points visuels. Et pour le coup, là, ce qu'on fait, c'est vraiment on dépose complètement à côté des amorçages, à côté des spots. D'accord. Voilà. Il y a le spot et on n'hésite pas à décaler de 5 à 10 mètres clairement à côté pour que s'il y a un focus de la part d'une tortue, elle descende effectivement sur le spot, mais au moins il n'y a pas le montage, à taper. Ouais. Et sur les mêmes profondeurs, par contre? Sur les mêmes profondeurs. Ok. Je te remercie pour toutes ces infos. Avec plaisir. Je pense que ça a été assez constructif. On peut peut-être essayer de généraliser, prendre en compte tous ces nuisibles. Quel serait ton principal conseil à donner aux gens qui rencontreraient un biotope avec... parce que finalement, il y a quand même pas mal de biotopes, on arrive à retrouver une grosse partie de ces nuisibles-là en même temps. Est-ce qu'il y a un conseil ou une astuce ou une approche générale à donner? Un conseil, une astuce, c'est déjà de commencer sa pêche de façon classique, voir un petit peu comment ça se passe et de ne pas tout de suite se dire ok, ici je pêche, il y a des tortues, il y a des poissons-chats, il y a des écrevisses, il y a aussi pas mal de blancs, il y a aussi des silures, enfin il y a pas mal de plans d'eau où en fait on peut tout retrouver. Donc faut pas non plus tomber dans une paranoïa de se dire oh là, ici c'est un bouillon de culture, c'est impêchable et je dois mettre en place des choses complètement dingues. Faut décomplexer les choses, hein, on est rarement embêté par tout en même temps. Mon conseil, ça serait de commencer la pêche de façon classique, standard, de voir un petit peu comment ça évolue. Parfois, on n'est pas embêté du tout, et tant mieux. Parfois, on va être embêté par une espèce ou deux, et à ce moment-là, on adapte la pêche et on adapte les choses en fonction de ce qu'on a besoin à l'instant T. C'est vraiment le petit plus, voilà, c'est de décomplexer quand même les choses, même si parfois on peut être embêté. C'est pas non plus, ça fait partie des choses. Hein. Alors on entre dans notre troisième rubrique, la tuile. Alexis, est-ce que tu veux nous raconter un des moments qui t'est arrivé au bord de l'eau, quelque chose d'assez mémorable? Ouais, tout à fait. Ouais, on va dire des choses mémorables au bord de l'eau, il s'en passe quand même assez souvent. On rentre de session, on a tout le temps quelque chose à raconter. Là, quelque chose d'assez récent, courant d'année dernière. On pêche avec Delphine, donc un endroit forcément où il faut être assez discret et éviter de se faire voir.
Et puis donc on était calé, il faisait noir, voilà, la nuit commençait tranquillement. On regarde une petite série avec Delphine, voilà, tout ce qu'il y a de plus tranquille. Et puis d'un coup, elle me dit, j'entends des bruits bizarres. Bon, ok, des bruits bizarres, on est en pleine nature, voilà, les sangliers, les trucs, des bruits bizarres, c'est quelque chose de classique, donc je prête pas spécialement attention. Et puis quelques secondes plus tard, j'entends ces bruits, mais ça vient pas du côté forêt. Donc ça m'alerte un petit peu, donc je tends un peu l'oreille. Et puis je me rends compte en fait que ça vient du côté de l'eau. Et en fait, c'était une famille de sangliers qui était en train de traverser le lac et qui arrivait droit sur nous. Donc quelque chose d'assez... ça arrive, mais c'est quand même assez particulier. Moi, personnellement, c'est la première fois que ça m'arrivait. Donc assez surpris, je me lève, je regarde un petit peu d'où ça vient, si ça nous arrive dessus. Et ouais, effectivement, ça nous arrivait droit dessus. Donc voilà, en général, on sait que les sangliers, il ne faut pas trop les embêter. Voilà, on n'aime pas trop... quand ils passent dans le coin, on essaie de se faire un peu discret et les laisser faire leur vie. Sauf que là, ils arrivent droit devant, les cannes qui sont tendues, etc. Donc on imagine un petit peu ce que ça peut donner. Donc, mais pas de lumière. Donc pour les faire fuir ou les faire changer de direction, c'est un peu compliqué. Donc on les laisse arriver, et puis arriver sur le bord, arrive ce qui arrive. Ils prennent 2-3 cannes, heureusement pas méchants, donc c'est juste un peu bougé, donc rien de dramatique. Bon, un peu surpris, un peu paniqué, moi comme Delphine, sachant pas trop comment ça allait se passer, voilà. Donc on gère un peu la situation. Delphine, un peu en panique, parce que les cochons sont à quelques centimètres et à quelques mètres de nous. Donc elle commence à grimper sur un arbre qui est juste à côté. Donc la scène est assez drôle. En pleine nuit, il faut préciser. Voilà, en pleine nuit, il faisait noir, pas de lumière, rien. Donc c'est un peu, qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait un peu ce que l'instinct nous dit de faire. Donc il y en a 2-3 qui commencent à monter sur la berge. Je mets quand même un petit coup de frontal pour essayer de les faire partir rapidement. Ça les a pas fait partir, puisque j'en ai ébloui un et il est resté droit devant moi. Et il devait me rester, je pense, 2 cannes qui pêchaient correctement, qui n'avaient pas été touchées. Et puis à ce moment-là, la canne déroule. Donc je saute dans le bateau, je vais faire le poisson, etc. Delphine paniquée forcément au bord, toujours pendue dans son arbre, donc assez un peu cocasse, on va dire. Et puis en revenant au bord de l'eau, je sens, en revenant sur la berge avec le poisson, je sens, ça sent le parfum. Ok, ça sent le parfum, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Pour les faire partir, j'ai vidé ma bombe de parfum. Donc c'est un peu... La parade à Delphine. Voilà, c'est la parade à Delphine. Je dirais qu'il n'est pas mauvaise dans l'absolu, puisque l'odeur humaine, généralement, ça les repousse un petit peu. Donc, elle s'est rassurée comme ça. Donc, c'était un petit moment de stress, un poisson qui nous restera en anecdote, et puis un petit moment sympathique, un beau souvenir à raconter, du moins, et puis un moment sympa qu'on a partagé ensemble. Donc, voilà, ça s'est bien terminé, c'était cool. Ok, ça marche. Je te remercie pour cette anecdote. Alors on est parti pour notre 4e et dernière rubrique, les questions flash. Le principe il est simple, Alexis, je vais te poser quelques questions et tu réponds assez rapidement. C'est bon pour toi? C'est parti. Allez, c'est parti. Alors j'aimerais savoir quels sont tes objectifs pour cette nouvelle saison. Donc objectif chiffré, c'est pas comme ça que je consomme ma pêche, donc c'est plus continuer à prendre du plaisir, aller dans des endroits qu'on a envie et où on sait qu'on va prendre du bon temps et se faire plaisir. Après, évidemment, des eaux si possible où il y a quand même possibilité de faire des bons poissons, mais pas d'objectif chiffré en soi ou de challenge particulier, on va dire. D'accord, j'ai compris que tu avais quand même un changement de vie avec Delphine qui est acté, on peut dire maintenant. Ouais. Est-ce que ça inclut un nouveau challenge avec plus de temps? Il y aura plus de temps, puisque ce changement est aussi voulu pour pouvoir dégager plus de temps et pouvoir laisser plus de possibilités à ce qu'on a envie de faire. Donc effectivement, notre temps de pêche sera réorganisé, la région différente, donc forcément aussi des lieux et des nouveaux terrains de jeu. Des nouveaux terrains de jeu, donc on a hâte de découvrir. Donc ça sera encore une fois une occasion de voir d'autres choses, de découvrir d'autres choses et de prendre encore du plaisir malgré les années. Une super transition pour ma prochaine question. Des terrains de jeu, est-ce qu'il y a des terrains de jeu qui te font rêver? Oui, il y a des terrains de jeu qui me font rêver. Toujours sur l'esprit des Grands Lacs. Les Grands Landais, par exemple, qui sont des surfaces en eau qui sont absolument extraordinaires, pleines de mystères, où on est vraiment
confronté à un environnement qui est complètement sauvage et qui reste encore à découvrir, même si effectivement ça a déjà été pêché et on sait un petit peu ce qu'il y a dedans, mais il y a toujours une part de mystère qui est intéressante. La rivière, on va aussi s'orienter beaucoup plus sur des pêches de rivière. Donc ça va être une redécouverte pour nous, puisque c'est pas quelque chose qu'on avait l'occasion de pêcher ces dernières années. Mais on a hâte de redécouvrir ce type de pêche parce que c'est quelque chose de très intéressant et encore une fois avec une part de mystère et des rivières en France qui sont absolument fabuleuses. D'accord. J'aimerais savoir aussi si tu es déjà allé pêcher à l'étranger. Est-ce qu'il y a un lieu en particulier qui t'a marqué? Non, l'étranger on n'a pas fait. Pas de destination particulière, même si effectivement on y a déjà pensé. En étant dans le sud, on n'est pas très loin d'Italie par exemple, donc voilà, c'est des choses qu'on aurait pu faire. On s'est toujours dit qu'en France, il y a énormément de choses intéressantes. C'est vrai qu'on a déjà beaucoup de terrains de jeu. Exactement, on a beaucoup de terrains de jeu, beaucoup de choses intéressantes, donc on s'est dit pourquoi forcément aller ailleurs alors qu'on a des choses très intéressantes à proximité. Maintenant à terme, pourquoi pas, et effectivement, si l'opportunité venait à se présenter, c'est quelque chose, je pense, qu'on ferait. Aujourd'hui, tu as déjà une belle, enfin vous avez déjà une belle carrière de pêche avec Delphine derrière vous. Est-ce qu'il y a des pêcheurs ou des pêcheuses éventuellement qui vous ont influencé dans votre carrière? Ouais, bien sûr. Bah, je dirais, en étant plus jeune, forcément, on est plus réceptif aux modèles qu'on peut suivre et tout ça. Je dirais les pionniers de l'époque, clairement, qui ont pu nous inspirer, les articles qu'on a pu lire aussi à travers des destinations magiques et qui restent encore magiques à aujourd'hui, qui ont pu être inspirantes, nous inciter à découvrir certains lieux. À aujourd'hui, je dirais, on a la chance d'être au sein d'une équipe avec des pêcheurs de grands talents et qui pratiquent dans des lieux très divers et variés. Et à travers les échanges qu'on peut avoir, les contacts, etc., est-ce qu'il y a vraiment un pêcheur ou deux pêcheurs en particulier qui t'ont marqué et qui ont fait que tu as pris tel axe ou tel axe dans ta pêche à un moment donné? Non, ça ne nous a jamais influencé dans le type de pêche. D'accord. C'est plutôt à travers les récits. Voilà, à travers les récits, les expériences qui étaient relatées, et je dirais un peu le rêve qu'ils arrivaient à communiquer. Voilà, c'était vraiment ce côté-là qui nous a inspirés et qui a pu nous animer. Ok. Bientôt 40 ans, en un mot, la sensation? Écoute, est-ce que le changement de vie est dû à la crise de la quarantaine? J'en sais rien, on verra le moment venu. Maintenant, ce qui est sûr, de toute façon, c'est qu'avec les années et les années qui passent, on se rend compte de certaines choses, on recentre un peu de nos priorités, et ses priorités et ses envies. Et effectivement, je pense que c'est une tranche d'âge où certains choix se font et on prend conscience de certaines choses. Donc, de nouvelles choses, de nouveaux défis s'offrent à nous et quelque part, c'est bien. Hier après-midi, on a fait un concours de traction. Ouais. Je te soupçonne quand même de t'entraîner un peu en bord de l'eau. Non, pas au bord de l'eau. Non. Même si l'idée m'en a effleuré, non, j'en trouve pas la motivation, même si j'aime beaucoup pratiquer le sport. Non, je vais au bord de l'eau, c'est pour être cool, tranquille, détendu, passer un moment de détente, et je le préserve. Tant pis, le sport, ça sera plus tard, mais au bord de l'eau, c'est tranquille. Je te remercie Alexis pour ce moment passé ensemble. Merci à toi. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi ça vous a plu. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube pour un nouveau podcast des renards.